Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui vous l'aurez vu, on va parler de YouTube. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder cette question sur la chaîne. Finalement, je pense qu'on peut dire que j'ai eu une période, et est-ce que j'en suis vraiment sortie? En fait, j'en sais trop rien, de burn-out autour de la création de contenu. Et en réalité, quand on regarde pas mal des créateurs et des créatrices qui sont présentes sur cette plateforme depuis longtemps, et par longtemps j'entends pas 5 ans, j'entends bien plus que ça, il y a une forme de lassitude qui s'installe, il y a une forme de désarroi et on ne compte plus le nombre de vidéos de youtubeuses qui disent je fais une pause, j'arrête, je ne m'y retrouve plus, je ne sais plus quoi poster, etc. J'avais un petit peu envie de venir parler de ça aujourd'hui, non pas vraiment en me concentrant sur ça, mais sur un constat tout simple qui fait extrêmement peut-être cliché, mais que je pense être profondément vrai, à savoir que YouTube, c'était beaucoup mieux avant, je crois. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux vous parler de la marque avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Il s'agit de Wild, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas si c'est pas le cas, écoutez bien. Il s'agit d'une marque qui propose notamment des déodorants, et vraiment, je trouve ça super compliqué de trouver des déodorants vegan qui fonctionnent très bien, alors là je suis super contente de pouvoir vous en parler. En fait, l'idée est super et très très simple. Il vous propose un stick comme ça, vous l'achetez une fois, puis vous avez ces petites recharges qui sont dans un emballage en bambou qui donc est totalement recyclable. Ici c'est citron vert et pamplemousse, ici c'est une odeur un petit peu plus cotonneuse, un peu plus neutre. Vous avez votre petit stick, vous l'ouvrez, vous mettez votre recharge à l'intérieur, vous tournez en bas et votre petite recharge monte. Ça sent extrêmement bon. Vraiment, je n'exagère pas, je n'ai jamais senti un déo qui sente aussi bon. Les produits sont naturels, ça convient très très bien aux peaux qui sont facilement irritées, comme la mienne. Ça protège très très bien, l'odeur se maintient tout au long de la journée. Il vous suffit d'acheter une fois votre petit étui, celui que vous voulez, ou deux. Et puis d'avoir vos petites recharges qui peuvent être des recharges avec une souscription ultra facile aussi, ça enlève une charge mentale. Et ils ont également, par exemple, vous voyez ce genre de petits sticks pour des petites retouches de déo. Vanille et noix de coco, et ça sent, mais vraiment ça sent très très bon. Quand même assez génial d'avoir à la fois un produit vegan, naturel, qui sente super bon, qui soit efficace et qui ait un véritable engagement écologique pour la planète avec beaucoup moins de déchets. Vous pouvez découvrir leurs produits sur leur site, ils font aussi des gels douche en utilisant mon code promo pour obtenir 20% de réduction, Antastesia20, vous ne le regretterez pas du tout. L'idée pour moi, c'est pas de venir ici faire une timeline de l'évolution de YouTube, vous pouvez le retrouver très facilement. YouTube a été créé en 2005, racheté par Google un an après, 2006, et de 2008 on voit de vraies pubs en avant des vidéos. YouTube, c'est la plateforme sur laquelle je suis depuis finalement le plus longtemps. J'ai créé mon compte en 2007, je sais pas si vous vous rendez compte, et j'ai connu YouTube comme peut-être peu de gens finalement qui regardent cette vidéo l'ont connu, avec une interface totalement différente, des fonctionnalités totalement différentes, avec aussi des créateurs et des créatrices de contenu profondément différents, et avec des attentes et une mentalité, je pense, on va dire bien évidemment spécifique à chaque personne, propre à chaque personne, mais on va dire certaines dynamiques, certaines attentes, certaines raisons d'être sur YouTube communes à la plupart d'entre nous à l'époque qui, franchement, se sont un petit peu perdus. Je sais que ce discours est un peu difficile à maintenir ou à tenir en tout cas, parce que c'est un petit peu l'idée que voilà, c'était bien mieux avant, que nous on était là avant et que forcément toutes les évolutions étaient négatives. C'est pas ce que je pense pas que toutes les évolutions de YouTube ont été négatives, mais je pense réellement que le YouTube que j'ai connu en 2009, en 2011, en 2014 même, était un YouTube profondément plus agréable à vivre, plus créatif, plus intéressant, et qui, à mon sens, apportait quelque chose qui nous manquait à l'époque, réellement, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas à l'heure actuelle, ou en tout cas qui se fait d'une manière un peu plus discrète. Pour moi, en tout cas, il y a 3 grandes raisons qui font que YouTube est beaucoup moins bien qu'avant, à mon sens. La première, c'est effectivement les mises à jour. YouTube a effectué de nombreuses mises à jour qui, à mon sens, ont toutes plus ou moins, d'une certaine manière, contribué à venir anéantir petit à petit l'aspect communauté, l'aspect
collaboratif de YouTube. Je pense par exemple à quelque chose de tout simple comme les vidéos réponses, qui était une fonctionnalité qui était fort utilisée en réalité. Je ne sais même pas si toutes les personnes qui regardent cette vidéo se souviennent de ça, alors vous me direz oui mais en fait on peut toujours faire des vidéos réponses. À l'époque il y avait une fonctionnalité réellement de vidéo réponse et vous publiez votre vidéo en réponse à la vidéo de la personne, votre vidéo apparaissait en dessous de la vidéo principale, ainsi que toutes les vidéos des personnes qui y avaient répondu si la personne les autorisait, si la personne autorisait les vidéos réponses. Ça paraît anodin comme ça, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de profondément remarquable ou intéressant à noter quand une plateforme met en avant la possibilité pour des créateurs et créatrices d'interagir, d'échanger, de proposer peut-être sur la même plateforme facilement accessible des visions différentes, des reprises, un réel dialogue. Et c'était une fonctionnalité qui ne déplaisait à personne, qui ne posait pas de problèmes techniques apparents, qui n'entraînait aucunement un harcèlement ou quoi que ce soit de négatif que YouTube a supprimé. Autre suppression de la part de YouTube, bien évidemment, la possibilité pour les créateurs et créatrices de laisser des abonnés ou même des personnes qui juste regarderaient les vidéos contribuer notamment avec les sous-titres. Ça aussi, c'est une forme je pense, de diminution du lien de collaboration entre les créateurs, créatrices et les personnes qui regardent le contenu. C'est aussi une manière bien évidemment pour YouTube de vous rediriger vers des plateformes payantes pour les sous-titres. C'est bien évidemment freiner le partage de vidéos. C'était assez incroyable de se dire que sous couvert bien évidemment de vérifier et de faire confiance que votre vidéo pouvait être sous-titrée en espagnol, en coréen, en russe, en japonais, en ce que vous voulez, et donc pouvait être visionnée par des personnes qui ne parlaient pas forcément anglais par exemple, ou qui ne parlent pas forcément les langues les plus présentes ou les langues les plus mises en avant et les langues les plus enseignées dans l'ensemble des filières scolaires, même à l'échelle mondiale. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de non négligeable. Et enfin, bien évidemment, comment ne pas parler de l'algorithme alors l'algorithme, c'est un vaste sujet, bien évidemment. Beaucoup de mythes autour de l'algorithme, aussi bien dans le côté négatif que dans le côté positif. Soi-disant, il fonctionnerait très très bien, soi-disant, il nous recommanderait du contenu. Moi, je trouve que l'algorithme est instable et que l'algorithme, finalement, promeut de toute manière une certaine course à la consommation en recommandant des vidéos qui souvent ne nous plaisent pas forcément ou qui ont été très très vues, mais qui ne sont pas forcément pertinentes pour nos goûts. Moi, je me souviens de la page des recommandations de YouTube en 2009, en 2010, en 2011. J'y trouvais souvent, en fait, du contenu qui pouvait être intéressant. C'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. On a désormais aussi la page des tendances ou des vidéos qui sont très très vues, qui en fait ne sont que le reflet d'une télé-réalité absolument nulle. Bref, ça on va en parler dans une autre partie de cette vidéo. Je me souviens aussi qu'à l'époque, il était relativement... Alors pas facile, mais en tout cas il était possible, même si vous n'aviez pas un gros compte, d'être recommandé à partir du moment où une vidéo fonctionnait très bien. J'ai eu plusieurs vidéos qui avaient été recommandées à l'époque où je faisais des tutoriels de maquillage sur la page des recommandations, et effectivement ça booste énormément votre chaîne. Je trouve qu'il y avait quelque chose de plus juste, en tout cas à l'époque, dans la façon dont l'algorithme fonctionnait. Je trouve aussi qu'il est difficile de toucher un public cible qui serait intéressé par vos vidéos, car elles sont pas forcément recommandées aux personnes qui s'intéressent à tel ou tel domaine. Ce qui est regrettable, il me semble qu'à l'époque, lorsqu'on avait un sujet de prédilection, lorsqu'on était dans une certaine niche, on arrivait assez facilement à trouver une audience ou un public qui s'y intéressait. On pourrait revenir sur plein d'autres fonctionnalités de YouTube qui ont été malmenées, ou d'autres qui viennent, je pense, un petit peu recadrer les raisons ou en tout cas l'état d'esprit des créateurs et des créatrices de contenu. Ça, vous ne le savez que si vous êtes créateur et créatrice sur YouTube, mais nous avons une page d'accueil quand on crée des vidéos. On voit par exemple le classement des vidéos qu'on a publiées, c'est-à-dire que vous voyez vos 10 dernières vidéos, elles sont classées par ordre finalement de vues, et vous voyez quelles vidéos ont le moins fonctionné. C'est la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez dans l'interface en tant que créatrice de contenu. Ça met une pression qui est terrible en fait, même si vous ne voulez pas y céder, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui vous importe réellement de prime abord. En réalité, nous sommes toutes et tous influençables et nous sommes toutes et tous
sujet et sujette à des conditionnements. Et quand vous voyez ça à chaque fois que vous vous connectez, quand finalement tout tourne autour des chiffres, vous avez la durée d'attention, vous avez les partages, vous avez les vues bien évidemment, et maintenant vous avez aussi le classement intra-vidéo, c'est extrêmement anxiogène et ça met une pression bien évidemment, ça ne nous incite pas forcément à créer ce qu'on a envie de créer, mêlé bien évidemment à l'algorithme qui ne recommande pas les vidéos aux bonnes personnes, et bien finalement ça entraîne une certaine homogénéisation de ce qui est produit. Je trouve que toutes ces différentes fonctionnalités et aussi le fait que YouTube soit devenu finalement mainstream, en tout cas populaire, soit devenu à la mode en réalité, entraîne et a entraîné une énorme homogénéisation de YouTube. Bien évidemment qu'il existe encore sur YouTube des contenus de niche, des contenus hyper intéressants, des contenus hyper créatifs, des contenus très très authentiques, des contenus très divertissants, des contenus vraiment originaux. Mais il est très difficile de les trouver, ce ne sont pas les contenus mis en avant et ils sont désormais noyés dans une masse de contenus extrêmement redondants et répétitifs. Je pense que YouTube est aussi la victime finalement d'autres plateformes telles que TikTok avec les challenges qui sont en fait une répétition totalement insipide et inintéressante d'une même action, d'une même blague. Combien de fois est-ce que même sur Insta, qui je pense Instagram a aussi été victime de TikTok, oui je déteste TikTok, vous l'aurez compris, mais Instagram a aussi été victime de TikTok à partir du moment où, combien de fois, et je pense que vous serez d'accord, on voit le même concept de vidéo, la même blague, la même phrase, la même accroche, mais sur des comptes différents. Une personne voit que tel concept, telle accroche a bien fonctionné, la personne va le reprendre parce que finalement ce qui compte désormais c'est d'être dans ce qui est tendance à ce moment-là, d'être dans ce qui est viral à ce moment-là et absolument pas de créer un contenu intéressant qui nous convient et qui touchera le public cible, parce qu'on sait que ça ne touchera que très très difficilement le public cible et qu'il faut en plus, j'ai oublié de le dire, mais publier extrêmement fréquemment, sinon vous tombez dans les limbes de l'algorithme et forcément votre chaîne a beaucoup de mal à décoller maintenant qu'il y a énormément de gens sur YouTube. Je trouve que YouTube s'est transformé presque en une deuxième télé, alors qu'à la base YouTube existait parce que nous, en 2007, en 2005, en 2009, en 2011, en 2012, nous n'en pouvions plus de voir du contenu réchauffé à la télé. On voulait autre chose, on voulait du contenu plus drôle, on voulait du contenu plus authentique, plus vulnérable, on voulait voir différentes personnes, on voulait voir différents profils, on voulait voir différentes trajectoires de vie, on avait envie de pouvoir parler de sujets politiques, on pouvait avoir envie de mettre en avant certaines contre-cultures et c'est ça qui faisait que YouTube était incroyable. À l'époque, YouTube, c'était le lieu finalement pour toutes les personnes qui ne se reconnaissaient pas forcément dans ce qui était dans les médias traditionnels. Et c'est ce qui faisait tout l'intérêt, à mon sens, de YouTube. C'est qu'on pouvait se maquiller d'une toute autre façon. C'est qu'on pouvait être un homme et totalement assumer de se maquiller et d'être dans une forme d'excentricité vestimentaire par exemple. C'est qu'on pouvait juste filmer sa vie de tous les jours sans être parfaite, sans être télévisable. Je sais pas un mot qui existe mais vous l'aurez compris. Ça plaisait en fait. On était heureux de pouvoir suivre la vie d'une personne en Suède, d'une personne en Russie, d'une personne en Chine, d'une personne au fin fond de l'Angleterre et de voir une vraie personne. C'était bien différent des programmes de télé-réalité et encore plus de ceux qui existent actuellement. C'était aussi l'occasion de peut-être se retrouver en fonction de certains intérêts qui étaient peu communs à l'époque, comme par exemple la K-pop, comme par exemple, je ne sais pas moi, certaines contre-cultures comme le gothique ou d'autres. Et toutes ces différentes petites choses faisaient que YouTube était un endroit virtuel, extrêmement polymorphe, extrêmement polyvalent, très diversifié et toujours, je trouve vraiment toujours d'une manière ou d'une autre intéressant. Combien de fois, il y a des années, je suis tombée sur des vidéos qui n'avaient au premier regard rien à m'apporter, qui n'étaient pas du tout des sujets qui m'intéressaient, mais il y avait toujours une forme d'authenticité, une forme
d'intérêt finalement, même si ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, même si ce n'était pas du tout quelque chose que je recherchais. Maintenant, je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des vidéos intéressantes, des vidéos qui ne sont pas revues et des vidéos qui ne sont pas juste de la télé ou des vidéos qui ne sont pas des personnes ultra privilégiées qui viennent platformer leur vie et nous faire croire qu'elles ont réussi à partir de rien et nous faire croire que le but de la vie c'est de s'installer à Los Angeles, c'est d'avoir tel et tel sac de luxe, c'est de parcourir le monde en avion. Pour moi, YouTube a totalement perdu son authenticité et est devenu une forme de deuxième télé. Et ça, c'est regrettable, mais je pense que ce qui a vraiment tué YouTube, en fait, c'est le fait que tout le monde d'un coup soit venu sur YouTube. Et pourquoi tout le monde est venu sur YouTube? Parce qu'à un moment donné, je pense que YouTube a pris de l'ampleur et que les gens ont eu envie, certaines personnes ont eu envie de deux choses. La popularité qui vient avec la présence sur YouTube, pas forcément, mais qui peut venir, et l'argent. Il faut savoir que quand moi j'ai commencé YouTube, pour gagner de l'argent, c'était quasiment impossible. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé YouTube, on ne gagnait pas d'argent. Ça n'était même pas une question. Toutes les personnes qui ont commencé en 2006, en 2007, en 2008, et même peut-être un petit peu après, ne pensaient pas à gagner de l'argent. On était sur YouTube parce qu'on avait envie de s'exprimer d'une autre manière, parce qu'on ne se retrouvait pas dans ce qui passait à la radio, ce qui se passait à la télé, ce qui passait... ou peut-être ce qui se passait même dans les cours de récré du collège, du lycée ou de la fac à l'époque. Faut bien se dire ça. C'était quand même... faut qu'on se souvienne que 2010, c'est il y a quand même 14 ans en arrière. Pensez à tous les changements de société, à tous les changements dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, et même dans le milieu politique qui ont eu lieu en 14 ans. Combien de personnes, à cette époque-là, ont pu avoir envie, pour des raisons plus futiles ou des raisons beaucoup plus profondes, de se créer un autre lieu d'échange et de communication et de partage avec des personnes? On y venait pour ça, on n'y venait pas pour des partenariats, on n'y venait pas pour de l'argent, on n'y venait pas pour être célèbre, en fait. Et quand YouTube a un peu mis en avant la possibilité de gagner de l'argent, d'autres personnes sont arrivées, et YouTube est devenu finalement à la mode. YouTube est devenu mainstream. Beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément de présence réellement virtuelle au sens de qui n'avaient pas le besoin ou qui n'avaient jamais forcément été à la marge d'une certaine manière, je pense, d'une manière ou d'une autre de la société, se sont retrouvés sur YouTube. Et ça a conduit à cette homogénéisation de YouTube, ça a conduit à cette marchandisation finalement de tout contenu qui est publié. Vous me direz, tu dis ça, mais en même temps, tu gagnes aussi de l'argent sur YouTube. Bien sûr que je gagne de l'argent sur YouTube. Ça a été un long processus pour moi, mais je pense avoir prouvé quand même que c'est vraiment pas ma motivation première. Notamment parce que quand je suis arrivée sur YouTube, on gagnait pas d'argent. Notamment parce que moi, j'ai dû attendre d'avoir 10 000 abonnés, d'avoir je sais pas quelle autre catégorie, enfin plein de critères qui étaient à l'époque assez exigeants, il me semble quand même, pour faire partie du comment ça s'appelait d'ailleurs, du programme partenaire, je crois, pour avoir quelques pubs sur vos vidéos, et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de partenariat. J'aime toujours profondément YouTube. J'aime vraiment YouTube, mais je suis fatiguée de voir les mêmes miniatures un petit peu racoleuses, qui sont la plupart du temps extrêmement laides, le même type de langage, le même type de blague, le même type de montage. Je suis fatiguée de voir des équipes professionnelles venir sur YouTube et totalement gâcher le côté artisanal de la création de contenu. La dernière fois, j'ai écouté une vidéo, je donne aucun nom dans cette vidéo, mais j'ai écouté une créatrice de contenu qui répondait à certaines questions. Elle fait des vidéos, qui n'ont rien d'absolument fantastique, hein, loin de là. Et en fait, en l'écoutant, il y a toute une équipe derrière pour faire ne serait-ce que ces vidéos-là. Et je me dis, mais à partir du moment où il y a une course à la professionnalisation de YouTube, finalement, le vrai YouTube, pour moi, se meurt à petit feu. Les vidéos authentiques, les vidéos peut-être un peu parfois balbutiantes, les vidéos où le montage est un petit peu à côté, où le montage est un petit peu expérimental, les vidéos où il n'y a pas du tout de montage, les vidéos où vous n'avez pas une lumière en face, une lumière derrière, un background absolument parfait, ces vidéos-là se meurent, ces vidéos-là sont un petit peu dépréciées parce que
encore une fois, je pense que nous sommes des êtres qui nous habituons énormément. Et quand on nous habitue à certaines exigences techniques, à certaines exigences esthétiques, on en arrive à finalement, eh bien, totalement passer à côté de certains contenus qui n'y répondent pas, alors même qu'à la base, nous n'avions pas ces exigences et nous n'avions pas ces demandes. Je regrette profondément le temps où YouTube n'était pas l'évidence pour tout le monde, où YouTubeur n'était pas un métier, où influenceur, influenceuse était un terme qui n'existait pas, et où on créait pour le plaisir de créer, avec sa webcam s'il le fallait, avec sa propre expérience, et où, en réalité aussi pour les femmes, c'était un milieu beaucoup plus agréable. La haine misogyne s'est amplifiée avec la banalisation et la popularisation de cette plateforme. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle peu, mais moi, je n'ai pas de souvenir avant peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être 7-8 ans, je n'ai pas souvenir de commentaires aussi misogynes, de rafales de commentaires masculinistes. C'était un lieu qui n'était pas au tout début, mais alors vraiment pas investi par ce genre de population également. Alors, vous me direz, quelle est la réponse à cela? Je crois qu'il n'y en a pas. Moi, je compte un petit peu sur une forme de lassitude de la part de certaines personnes qui vont peut-être se tourner vers Twitch, qui vont peut-être se tourner vers la télé, qui vont peut-être se tourner uniquement vers Instagram et du format court, parce qu'en fait, les vidéos, même quand elles sont peut-être en apparence comme ceci, extrêmement spontanées, elles ne le sont pas. Là, j'ai une liste de points, j'ai bien réfléchi, je vais devoir faire un petit montage, etc. Je prends du temps pour filmer. Quand je vous parle 20-30 minutes, eh bien c'est 20-30 minutes où j'ai parlé. Bien évidemment, 20-30 minutes que je réécouterai plus tard pour être sûr qu'il n'y a pas de graves fautes ou d'oubli ou de gros blancs, etc. Je compte un peu sur le fait que les personnes qui ne soient pas très comment dire, touchées par finalement pour moi la proposition initiale de YouTube s'en aillent. J'ai vraiment espoir que les gens aient à nouveau, enfin les gens, je parle, que nous collectivement, en tout cas c'est vraiment mon cas, je pense que c'est peut-être le cas de pas mal de personnes, mais voilà, je suis donc très impatiente de savoir ce que vous allez en dire dans les commentaires. Collectivement, globalement, j'ai hâte qu'on ait et je crois qu'elle est là, une envie de simplicité à nouveau, une envie d'authenticité à nouveau. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à plus forcément se retrouver dans le contenu sur YouTube, à vraiment peiner à trouver le bonheur qu'on y avait avant. Je parle de bonheur parce que pour moi, YouTube, ça a vraiment été un lieu incroyable. Ça a été le lieu où j'ai pu toucher énormément de gens sur la question du véganisme. Ça a été le lieu où j'ai pu m'exprimer en anglais alors que je parlais très mal anglais à l'époque. Et finalement, je pense que sans YouTube, je n'aurais jamais eu le niveau d'anglais que j'ai actuellement. Ça a été un lieu où j'ai rencontré beaucoup de gens aussi, de femmes et d'hommes extrêmement inspirants, inspirantes, avec qui j'ai noué des relations amicales qui parfois ont perduré, parfois n'ont pas perduré, mais qui m'ont tout apporté quelque chose. C'est le lieu où j'ai découvert des musiques que je ne connaissais pas et que je n'aurais jamais connues autrement. Mais vraiment jamais. Ça a été une porte incroyable sur des cultures, sur des modes de vie, sur des réalités du quotidien de personnes à travers le monde et de milieux socio-économiques différents. Ça a été aussi, je pense, une plateforme inégalée et inégalable à mon sens vraiment dans le partage de l'intime. Et vous savez à quel point l'intime est important pour moi et vous savez à quel point l'intime est politique, encore plus quand on est une femme. Et ça a été ce lieu merveilleux aussi pour faire revivre la littérature dans ma vie et la partager avec énormément de gens. Il y a une question qui revient toujours, c'est est-ce que YouTube est mort? Est-ce que YouTube se meurt? Non, YouTube n'est pas mort et je pense très sincèrement que YouTube ne mourra pas, quoi qu'il se passe. J'espère juste qu'il y aura une forme de décroissance finalement. Dans un tout autre domaine, l'idée d'une décroissance, l'idée de la décroissance sur Internet, ce qui peut sembler un petit peu antinomique parce que ce serait, étant donné qu'Internet est très difficilement intégrable à l'idée d'une vraie décroissance, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une décroissance sur YouTube? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on n'a pas besoin de ces vidéos de super haute qualité qui consomment énormément? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on enlèverait les shorts en fait, qui sont des vidéos le plus souvent inintéressantes, qui nous nuisent énormément, qui bouleversent totalement notre cerveau, notre attention, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer une plateforme comme YouTube? Moi je veux que ce soit YouTube, mais si on ne peut pas, est-ce qu'on pourrait imaginer une plateforme
qui serait à la fois éthique, engagé, pluriel et qui répondrait à ses objectifs et à ses impératifs de décroissance. Et qui, en faisant tout ça, serait beaucoup plus intéressante, beaucoup plus agréable et beaucoup plus attractive d'une certaine manière. J'en suis assez convaincue finalement. Attractive pour qui? Oui, pas pour les énormes marques, oui, pas pour les émissions de télé qui veulent rediffuser leurs émissions, mais pour nous, personnes qui avons fait vivre YouTube pendant tant d'années. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez, Internet, c'est un énorme sujet dans ma vie. J'adore Internet. Tout ce qui touche à Internet. La question des forums, la question des relations parasociales, la question des effets de mode, la question du virtuel, la question des comptes culture en ligne, la question de l'évolution des réseaux sociaux et des communautés et de la communication. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai des tas et des tas d'idées qui tournent autour de tous ces sujets et je serai ravie de pouvoir les exploiter avec vous. Je vous rappelle bien évidemment, si vous le souhaitez, de vous renseigner sur Wild, qui est la marque avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer pour cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.